Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulab. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marion. Bonjour Marion. Bonjour Brieux. Très content de te retrouver. Ça fait un petit moment qu'on se connaît puisque je pense que notre première rencontre c'était en octobre 2019 à Montreuil dans nos bureaux. Et tu étais sur le point de quitter Unpurpose. Et pour une aventure que tu que tu étais sur le point de créer et évidemment dont on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, avant de parler de cette fameuse aventure, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh bien, moi j'ai 36 ans, un petit garçon. Je viens plutôt du monde de l'agroalimentaire à l'origine, puisque j'ai travaillé en marketing pendant 7 ans. Concrètement, je vendais des M&M's, hein, donc voilà, pour la petite histoire. Mais Et personne n'est parfait, rassure-toi. exactement, personne n'est parfait. Je me suis dit: «Bon allez, j'essaye de pousser un peu plus vers, la perfection», mais en me disant tout simplement qu'il fallait que je quitte, cette entreprise, parce que j'avais envie de rejoindre le monde d'abord de l'économie sociale et solidaire, qui était un peu, on va dire, la face, émergée de l'iceberg que je connaissais un petit peu, donc le monde des associations notamment, mais je savais pas trop comment y aller. Donc j'ai fait effectivement un programme de transition de carrière qui s'appelle le programme associé On Purpose, et pour découvrir tous ces secteurs d'activité et toute cette économie à part entière. Et puis là, j'ai rencontré, on va dire, le monde formidable des coopératives. Et quand on s'est rencontrés, justement, j'étais justement sur le point de quitter On Purpose pour me lancer à corps perdu dans l'aventure Télécope, dont on va. Ouais, tout à fait. Et mais en fait finalement t'as fait le programme Unpurpose, donc c'est 2 fois 6 mois dans des entreprises et ensuite t'as quand même travaillé un peu pour Unpurpose. Ça a duré combien de temps? Alors j'ai travaillé pour On Purpose pendant 2 ans. Ok. Et mon job, c'était d'aller justement rencontrer des structures qui avaient des besoins en ressources humaines et qui avaient besoin justement de pouvoir accueillir des associés dans leurs équipes. Et en fait, c'était très très riche parce que du coup, j'avais un peu la photographie de ce à quoi ressemblait le monde de l'impact à l'époque, quoi. Donc il y a 5 ans. Et Ouais. mais c'est vrai que vers 5 ans, il y a presque 7 ans, mais oui, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis, moi, en tout cas, de faire mûrir aussi mon projet, mais aussi ma personnalité, et puis de mieux comprendre les enjeux de transition écologique et sociale, Ouais. avec des gens qui étaient assez experts de tous ces sujets sur finalement, chacune des thématiques, quoi. Donc c'est vrai que c'était un bel endroit pour finalement mûrir en tant que professionnel quelque part. Ouais, tout à fait. Et, euh, et il s'est avéré qu'au bout de 2 ans, il y avait un manque, il y avait quelque chose que tu voulais faire ailleurs. Qu'est-ce qui t'a finalement poussé à t'occuper de numérique finalement dans un secteur où il y a finalement peu de M&M's? Ouais, il y a pas assez de sucreries, malheureusement dans le numérique. C'est vrai que ce point de vue-là, j'ai pas pris mes 3 kilos comme j'avais pris en démarrant mon boulot chez M&M's, mais bon, j'ai pris 3 kilos d'autres trucs, hein, mais bon, 3 kilos d'ailleurs de ouais, de choses que j'ai réalisées qui m'ont fait un peu mal, disons. Ouais. Je crois que c'est un peu ça l'histoire, c'est que donc je me cherchais encore un peu en tant que professionnelle, je savais pas bien où finalement j'allais pouvoir avoir le plus d'impact, parce que s'il y a un truc qui me caractérise, c'est que j'ai une approche assez rationnelle des choses, donc j'essaie de réfléchir là où moi je peux, en tant que citoyenne, avoir le plus d'impact possible, l'impact positif possible, hein, bien sûr, au service de la société et du vivant. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'en suis arrivée au numérique, parce que pour moi, en fait, le numérique, c'était vraiment pas un point de bascule, parce que le point de bascule, à mon avis, c'est le confinement. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand l'idée est venue, c'est que je me suis rendu compte que sur les questions numériques, il y avait très très peu d'initiatives citoyennes. C'était un secteur qui était très poussé par la technologie à tout prix, plus en plus encouragé
dans ce sens-là par les gouvernements, les gouvernements successifs qu'on a eu, enfin très Ouais, pro-technologie, surtout à etc. ce moment-là, Surtout à ce moment-là. on met un peu de contexte, on est vraiment au balbutiement du déploiement de la 5G, par exemple. On se souvient aussi de la fameuse citation de Macron sur les Amish, quoi. C'est exactement ça. On est en plein là-dedans. On est en plein dans ce moment-là, en fait. Et en fait, moi, cette prise de conscience-là, est arrivée parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un qui peut être très en colère face, justement, déjà aux inégalités au sens large. Mhm. Et là, j'avais l'impression qu'on était vraiment dans une inégalité profonde. Parce qu'en fait, le numérique, c'est une opportunité fantastique. Internet, c'est une opportunité fantastique. Ça a été créé pour ça, pour être une fenêtre sur le monde et pour pouvoir être connecté entre nous, partager des connaissances, des compétences. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu cette impression d'observer à ce moment-là que, en fait, il y avait plein de gens qui passaient à côté de l'opportunité que ça pouvait être le numérique. On parlera peut-être de la fracture numérique un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est quand même un Français sur 5 qui est victime de fracture numérique. Et en même temps, qui avait un appel du pied fantastique en disant mais le numérique c'est l'avenir, il faut mettre toutes nos batailles là-dedans, etc. Alors qu'on était déjà en train de laisser plein de gens de côté. Donc moi c'est un truc qui c'est vrai que ça m'agace assez rapidement quand je me rends compte que j'ai l'impression qu'on est un peu en train de nous mentir sur la réalité des opportunités et puis ce qu'on fait vraiment pour que permettre à tout le monde en fait de bénéficier de ces opportunités là. Et puis, je pense que l'autre point, c'est que en fait, le numérique, c'est présent dans chacun de nos vies. En fait, on a tous un smartphone aujourd'hui, par exemple. Quasiment, c'est 94% des Français qui ont un smartphone. C'est quand même énorme. Ouf. Mais alors, Et quand tu donc, dis 14%, c'est genre uniquement les adultes ou enfants compris? Parce que finalement, ça expliquerait ouais. plus facilement les 6%. J'espère qu'ils auront mis à jour la stat parce que effectivement, c'est une vraie question à voir. Mais moi, la stat que j'avais, c'est des plus de 15 ans. Ah ouais, d'accord. Mais Okay. ouais. Et bon, l'âge justement du moment où on s'équipe d'un smartphone est en train de rajeunir de plus en plus. Donc, on penche dangereusement vers un truc plus grave que ça, à mon avis. Mais donc voilà, et en même temps, cet outil, on l'a tout le temps dans nos mains, tout le temps dans notre poche, mais en fait, on sait pas du tout comment il fonctionne. C'est-à-dire, il y a une opacité immense sur comment un smartphone fonctionne, aussi basiquement que comment est-ce qu'il fait pour aller se connecter au réseau, enfin, de quoi il a besoin, enfin voilà, ça c'est quand même, personne ne sait comment ça fonctionne. Et Ça, en plus, tu parles que du fonctionnement et on parle pas encore de la fabrication, de tous les métaux, les minéraux qui ont été nécessaires, etc., quoi. eh ben c'est ça, exactement. Et c'est là où et vraiment cette opacité, elle est sur le mode de fonctionnement, sur la façon dont tu fabriques un téléphone, comme tu viens de l'exprimer, et en plus sur ce qu'on a sur les smartphones en fait. Personne ne sait comment fonctionne un algorithme, personne ne sait comment et se rémunère les applications qu'on a tous sur nos smartphones. Enfin, en fait, c'est tellement opaque que moi, ça m'a vraiment profondément agacée en fait, parce que je me suis dit si c'est tellement opaque, c'est que il y a des enjeux à la fois économiques et de pouvoir derrière qui se cachent, qui doivent être vraiment énormes, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, c'est clair. Bah, surtout donc quand t'as un outil qui est détenu par 94% de la population, quoi. oui, c'est ça, en fait, c'est une omniprésence d'un outil et personne ne sait comment ça marche. Et en fait, Alors, après, il y a toutes les enjeux de surveillance des populations, etc. Enfin, c'est un sujet sans fin, quoi. c'est un sujet sans fin, exactement. Et en plus, moi, ce qui m'a vraiment fini de m'énerver, c'est qu'en fait, les politiques ne s'y intéressent pas vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique publique sur c'est quoi le bon usage d'un smartphone, c'est quoi comment on protège nos enfants des usages des téléphones. Enfin, il y a rien, c'est un néant quoi. Alors ouais, tout à fait. J'ai juste vu une initiative, tu dois peut-être mieux la connaître que moi, mais en Australie, j'ai vu que non, c'est les réseaux sociaux qui ont été interdits avant 15 ans, je crois. Oui, c'est Mais ça, bon, on c'est-à-dire n'est pas encore que sur les smartphones, mais bon, ouais. ouais, c'est souvent lié quand même. Oui, c'est ça. En fait, les réseaux sociaux, c'est effectivement très lié. Enfin, c'est vraiment, c'est la première chose qu'on fait avec notre téléphone portable, enfin notre Ah, smartphone, d'accord. c'est consulter les réseaux sociaux.
Enfin, c'est la chose qui est la plus couramment faite par les Français, quoi, statistiquement. Donc oui, effectivement, réseaux sociaux, c'est vraiment lié intrinsèquement au smartphone. Et puis, ça a été conçu pour ça en plus. Donc clairement, c'est vraiment directement lié. Oui, donc effectivement, il y a des législations qui se mettent en place, effectivement sur les réseaux sociaux. Enfin, en Europe, on est quand même de ce point de vue-là plutôt bien protégé, hein, puisqu'il y a pas mal de lois et de réglementations auxquelles d'ailleurs cherchent aujourd'hui à s'attaquer les géants de la tech américains. Mais Évidemment, bon, d'actualité. ouais, exactement. Ouais. Mais ça reste light quand même. Enfin, c'est pas par rapport au temps qu'on y passe, parce que tu vois, on considère à peu près qu'on passe. Il y a une moyenne de 4 heures sur les réseaux sociaux, tu vois, certaines catégories de la population. Ouais, ben c'est en fait c'est et puis ça peut être beaucoup plus pour les plus jeunes. En fait, c'est quand même hyper conséquent en fait quand on regarde le temps qu'on a disponible en fait Bien dans une sûr. journée. Et donc et c'est ça aussi qui est d'autant plus fou, c'est-à-dire que enfin les gens de la tech ils l'ont très bien compris, puis derrière toute l'organisation qui s'est faite autour du smartphone, autour du rôle de l'opérateur télécom là-dedans, enfin c'est quand même le but, c'est de nous faire passer un maximum de temps derrière nos écrans et on n'a pas beaucoup de recours pour essayer de faire différemment, pour s'en protéger ou pour enfin, voilà, l'État c'est pas beaucoup vraiment emparer de ces questions, quoi. Donc en tant que citoyen, quand on est un peu tout seul devant son écran, effectivement, on est un peu tout seul derrière son écran, quoi. Ouais, bien sûr. Donc là, tu as évoqué le côté fracture numérique, donc on va dire l'aspect social du numérique. Il y a le côté quasi sociétal, enfin de comment on s'adresse les uns aux autres, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi, on l'a rapidement évoqué, l'aspect environnemental, parce que il y a tout ce côté extraction de matière, souvent dans des conditions environnementales et sociales catastrophiques. Mais surtout, c'est toutes les utilisations d'énergie vraiment nécessaires pour les numériques. Ça, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles tu t'es intéressé à ce sujet-là. Oui, c'est très juste, c'est que en fait, ce qui est intéressant de voir, déjà même avant d'aller vers l'énergie, mais on peut déjà parler de la contribution aux gaz à effet de serre du numérique. Aujourd'hui, le numérique, enfin, on calculait qu'en 2020, le numérique au niveau mondial, c'était environ 4% des gaz à effet de serre. Et le Shift Project, à l'époque, tablait sur un doublement de cet impact-là, donc passer à 8% d'ici à 2025. Et en fait, ce qui est déjà intéressant quand on voit ça, c'est que, en fait, le numérique en tant que tel, la promesse aussi, c'était de pouvoir remplacer des activités carbonées. Tu vois, c'est de dire, parce qu'on a du numérique, on va avoir moins besoin de voyager, on fera des visios plutôt que de prendre l'avion, enfin, voilà, ce type de choses-là, quoi. Bien sûr. Ou on n'a pas besoin d'imprimer les mails parce qu'ils sont sur ta boîte mail, enfin des trucs aussi bêtes que ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la part de l'impact environnemental du numérique, donc de l'impact carbone du numérique, en fait, augmente d'après ces prévisions-là. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est en train de se dessiner dans la réalité. C'est même pire avec l'IA, mais on pourra y revenir après. Mais en tout cas, en fait, l'impact carbone du numérique augmente, alors que le reste du gâteau continue d'augmenter aussi, en fait. Donc en fait, le numérique il tient pas sa promesse, en fait, de remplacer les activités carbonées. Ouais. Et du coup, c'est exactement la même chose sur la question énergétique, en fait. C'est-à-dire que oui, on aurait pu penser que le numérique, il allait être plus efficace, donc il allait remplacer un certain nombre d'usages qu'on mène classiques, et donc par ailleurs faire des économies d'énergie. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est vraiment ça fait pas du tout ce qui se passe, quoi. Ouais, et puis en plus, ce qui est assez dingue avec le numérique, c'est que les gens j'entends le grand public, ne se doute pas, en fait, de toute l'infrastructure nécessaire pour juste appuyer sur le bouton like, en fait. Et même, tu vois, j'ai un ami, et je lui disais, moi, je vide régulièrement ma boîte mail, c'est pas le problème. Je suis, en fait, tu te rends pas compte. Il y a des méga ordinateurs qui stockent tes mails à 4 points différents dans le monde.
et que en fait ça prend de la place. Alors ok, ce mail c'est pas grand chose, mais en fait quand tu cumules ça par X milliards, bah ça fait un petit paquet quoi. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, en fait, je pense que ce qu'on n'a pas envie de voir, enfin ce qu'on a créé un peu comme une sensation avec le numérique, c'est que c'est totalement intangible. C'est pas Ouais. palpable, quoi. Enfin, en fait, c'est voilà, c'est dans l'air. Enfin, je sais même pas où c'est, quoi. Enfin, j'ai pas d'ailleurs dans l'esprit où les gens se le représentent vraiment, ou ils se le représentent pas. Du coup, donc du coup, ça n'a pas de réalité physique. Et donc comme ça n'a pas de réalité physique, bah ça n'a pas d'impact, quoi, dans l'esprit des gens. Et ça, c'est quand même, ça c'est vraiment un truc une impression qu'il faut vraiment battre en brèche, parce qu'en fait, bah, pour se servir du numérique, on a d'abord besoin d'un terminal, quoi, ce qu'on appelle un terminal, donc un smartphone, un ordinateur. Ça, c'est quasiment 75% de l'impact environnemental du numérique, quoi. En fait, Mm. c'est rien que nos terminaux, leur fabrication et leur fin de vie, bien sûr. Après, il y a des usages. Donc, en fait, il y a vraiment le fait d'utiliser des infrastructures, etc., pour faire fonctionner ces terminaux. Et ensuite, il y a aussi la fin de vie, bien évidemment, qui compte fondamentalement. Mais du coup, c'est vachement intéressant de voir qu'en fait, le numérique, c'est très physique. C'est du physique. Enfin, c'est vraiment, il faut se le représenter avec, oui, son terminal, son ordi, son smartphone, mais c'est aussi les antennes, c'est aussi des kilomètres de câbles, c'est aussi effectivement les fameux data centers. On a dit beaucoup, c'était la faute des data centers, le cœur de l'impact environnemental du numérique. Bon, c'est pas si vrai, mais ça en fait quand même aussi partie. Bien Donc sûr. voilà, c'est vraiment éminemment physique, quoi. Et du coup, Mm, comme tout ce qui est physique, ben, ça a un impact environnemental, bien évidemment, existant, quoi. Bah ouais, complètement. Ouais. Et est-ce que tu vois d'autres raisons parmi toutes celles qu'on a évoquées qui t'ont déjà mis un peu la puce à l'oreille sur ce secteur? Après, je pense que l'autre puce à l'oreille, c'est finalement aussi le fait que moi, j'avais très envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et là, je reparle de mon vécu perso. Ouais. Mais à condition que ça serve l'intérêt général, mais que je sois persuadée que ça puisse servir l'intérêt général sur le long terme. Et du coup, là, c'est plutôt aussi quand je disais j'ai croisé le chemin des coopératives. Plutôt, ben ça pour moi c'était assez fondamental de croiser le chemin des coopératives, parce que les coopératives c'est vraiment un système d'entreprise où on peut s'assurer qu'on va servir à l'intérêt général, quoi, de par Mais nos tout à fait. statuts, de par la façon dont on va pouvoir voter de manière démocratique dans une entreprise. Je crois que si j'avais pas vraiment connu, tu vois, ce système, enfin ce statut d'entreprise, j'aurais pas entrepris, Mm, parce mm. que voilà, j'avais aussi envie, moi, d'essayer d'entreprendre pour quelque chose de plus grand que moi, quoi. Quelque chose qui dépende pas de moi en tant que tel, en tant qu'entrepreneur, finalement. Mm, mm. Et donc là, on en revient plus aux raisons perso en dehors du secteur. Euh, comment ça se passe? Parce que là, on est au moment du confinement, donc mars-avril 2020. Ok, comment tu te dis, tiens, pourquoi pas faire un opérateur alternatif? Euh, En fait, tout démarre d'une rencontre, hein, bah, comme souvent, avec Pierre Paco, qui a fait aussi le programme Associé on Purpose avec moi à l'époque, Mhm. et qui lui a travaillé chez Enercop, Ouais. donc qui est un fournisseur d'énergie renouvelable coopératif. Mhm. Et effectivement, bon, bah là-bas, c'est un peu un bouillon d'idées à coopérative, hein, c'est assez fantastique. Ouais. Et est ressorti du chapeau le fait de dire, mais attention, aujourd'hui, on n'a pas d'opérateur télécom coopératif en France, alors qu'il y en a partout en Europe, hein. Quasiment dans Ah ouais. pays d'Europe. Ouais, ouais, ben, il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Angleterre. Enfin voilà, il y a quand même des initiatives coopératives un peu partout en Europe là-dessus. Et il dit, mais pourquoi on n'en a pas en France, en fait? Ouais, bien Et sûr. donc, et donc naturellement, en fait, tu vois, avec
nous, on discutait déjà beaucoup du numérique avec Pierre, etc. Enfin, c'est des questionnements qu'on avait à cette époque. Et du coup, ben, il est venu me voir en me disant, en fait, le projet, il est là. En fait, il faut qu'on crée un opérateur télécom coopératif. Délire. Et là, je lui ai dit, je lui ai tapé dans la main. J'ai dit, allons-y, quoi. En fait, oui, non, mais vraiment, ça me fait comme ça. C'est vraiment fait comme ça parce que je pense que je sais pas, j'ai écouté des fois des histoires d'entrepreneurs de pourquoi ils se sont lancés, mais je me suis reconnue dans plusieurs témoignages, mais il y a vraiment un peu ce sentiment d'urgence, quoi. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en fait, en me disant, mais en fait, ouais, c'est urgent de le faire. C'est urgent de le faire. C'est urgent de le faire. Bon, si ça avait été quelqu'un d'autre, tant mieux, mais là, il y a personne. Et puis moi, je crois que nous, on est un bon duo pour essayer de relever le défi, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment comme ça que ça s'est lancé. Je crois bien. Bon, c'est déjà pas mal. Et justement, comment vous mettez ça en place? Parce que, ok, tu te dis, ok, on crée un opérateur en coopérative, mais genre, faut aller voir l'opérateur existant parce que bon, c'est pas trop de créer un réseau, je pense. Donc ça enchante pas mal de grosses discussions, de grosses négociations, je suppose. Oui, et puis surtout, je te cache pas que là, tu rentres dans un monde où on nous regarde de très très haut, quoi. C'est-à-dire, Tu m'étonnes. c'est quoi ces clampins, tu vois. Enfin, moi, j'avais à C'est peine quoi 30 ces ans. néo-trentenaires là de Ouais, merde c'est ça. avec... J'avais à peine 30 ans, puis en plus j'étais une femme, donc ça joue aussi d'ailleurs, mais Ouais. et malheureusement dans le mauvais sens du terme. Mais oui, clairement, enfin, je veux dire, c'était très drôle. Enfin, moi, on l'avait pris un peu à la rigolade parce que effectivement, de toute façon, il fallait le prendre comme ça parce que sinon on n'avance plus. Mais bon, clairement, on n'a pas été hyper bien reçus. Alors après, je pense que là, on a été malin en fait, c'est-à-dire que on n'avait pas d'argent et pas tellement de contacts particuliers pour arriver à monter quelque chose. Et donc, du coup, on a pu chercher à voir qui était sur la place, on va dire, et voir s'il n'y avait pas des gens, des petits, entre guillemets, avec qui on pouvait se lier, en fait. Et voir Ouais. si, de ce point de vue-là, il n'y avait pas des alliances à imaginer de gagnant-gagnant, voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire on a trouvé un opérateur télécom qui s'appelle Basile Télécom et avec lequel en fait on a commencé à travailler, etc., pour voir si ils pouvaient nous faire bénéficier de leur accès au réseau. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Et donc on a contractualisé avec eux. Et puis d'ailleurs on est toujours partenaire avec eux Ouais. dans un certain nombre de choses qu'on a en commun. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que ça s'est fait parce qu'en effet, en fait, ce qui est marrant avec ce marché, c'est que donc il y a une obligation légale d'ouvrir les réseaux télécoms Mmh. des opérateurs télécoms qui ont une infrastructure à ceux qui n'en ont pas et qui souhaitent en ouvrir, etc. Mais la réalité, c'est que les obstacles, ils sont énormes et surtout le niveau d'investissement qu'il faut à l'entrée. Enfin, en fait, c'est des barrières à l'entrée, quoi, Ouais. qui sont faites naturellement parce que les niveaux d'investissement, ils sont énormes. Et pour arriver à ne serait-ce que se connecter au réseau, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu malin, quoi. Et puis Naïvement, moi voir j'étais autre persuadé que chose. vous étiez en contact direct avec Orange. On a des contacts avec eux directement sur plein de sujets maintenant, mais à l'origine, à l'origine, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, excellent. Et donc, à quel moment intervient le ou la première abonnée de Télécop? Eh bien, en juillet 2020, on Ah a oui, fait ça les vient vite. premiers, ouais, on a fait les premiers tests, qu'on a appelé les Mhm. bêta-tests chez nous, Ouais. pour effectivement roder nos process, surtout internes, comprendre bien comment tout ce processus fonctionnait pour le client et pour nous. Et on a eu 30 clients comme ça au départ, avec lesquels Ok. on a lancé la machine. Et après, on a ouvert, on va dire, à l'ensemble des clients, enfin à toutes les personnes qui désiraient nous rejoindre, à partir de janvier 2021. Ok, ouais, j'étais en train de me demander quand est-ce que on était devenu client Télécop chez Circulab, mais je pense que ça doit être 2021-2022 grand maximum. Ouais, je crois bien, ouais.
Oui, oui, vous êtes des fervents supporters. Cool. Et qu'est-ce que j'allais dire de plus? Ok, donc ça se met en place et donc là, j'imagine que une fois que vous avez passé cette étape de bêta test, ouverture, disons au grand public à partir de 2021, c'était quoi les grands accomplissements? Qu'est-ce qui a été, enfin, là où, en plus, on arrive à un moment un peu clé que tu évoquais l'autre jour sur LinkedIn, mais je te laisse me dire où vous en êtes, enfin, ces fameuses grandes étapes et puis où vous en êtes aujourd'hui. Alors, les grandes étapes, je dirais, la première grande étape, c'était les premiers 1000 clients Ouais. qu'on a obtenus assez vite parce que dès mars 2021, on les avait obtenus. Ah, ok, d'accord. Déjà, tu avais tout Enercop qui vous a pris un abonnement. C'est ça. Exactement. Et puis, on avait fait tout un système de, tu vois, d'inscription, etc. On va dire, ouais, de sorte de crowdfunding, quoi, pour Mhm. démarrer effectivement tout ça. Mhm. Et ça, c'était vraiment une belle étape parce que en fait, on voyait que nos process, ils étaient nickel. Enfin, qu'on avait des retours, voilà, dithyrambiques sur la façon dont ça fonctionnait, la façon dont c'était organisé. Enfin, tout le monde était vraiment très content. Donc Et là, du je tiens coup, à dire que votre réseau, et donc le réseau Orange, fonctionne divinement bien. Franchement, j'ai jamais de problème de réseau, quoi. bah, c'est exactement pour ça qu'on nous on avait vraiment envie d'aller sur le réseau d'Orange, hein, parce Bah, bien que sûr. c'est la meilleure qualité de service depuis plusieurs dizaines d'années. Enfin là, depuis 10 ans, ils sont élus meilleur réseau en France. C'est pas Mhm. pour rien. Et puis bon, bah au-delà de ça, ils ont aussi une vision assez intéressante aussi, hein, sur la façon de gérer d'un point de vue environnemental aussi leurs infrastructures. Enfin, c'est quand Mhm. même un réseau qui investit, donc et puis qui investit pour l'intérêt général quand même, parce que Orange est encore possédé en partie par l'État. Ouais, tout Donc à ça, fait. c'est aussi intéressant. Et donc clairement, les 10 000, enfin les 1000 premiers abonnés, pour nous, c'était vraiment une première pierre de solidité du process, de notre organisation, nos équipes. Enfin, c'était vraiment bien. Ouais. Puis surtout que là, on n'était pas encore très nombreux, hein. On était 4 personnes, 5 personnes à l'époque. Non, Ouais. 4 personnes, je crois. Et voilà, ça c'était quand même une belle étape. Et puis ensuite, l'étape d'après, je pense que c'est quand justement on a atteint, pareil, autour des 5000 abonnés, parce que en plus là, d'un point de vue perso, moi j'étais enceinte, donc je suis partie en congé maternité. Et ça, c'est une autre étape hyper importante parce que, en fait, ça a été un moment, mon absence, en fait. Et ça, Ouais, c'est des bien sûr. moments aussi où ça consolide vachement. Bah, t'es obligé de consolider beaucoup tes process, t'es obligé de consolider aussi tes équipes, la façon dont elles sont autonomes, elles s'autonomisent, etc. Donc ça, c'est aussi un moment pour moi qui était assez important parce que c'est un moment de résilience aussi pour la structure. Et donc Bien sûr. ça s'est intervenu, tu vois, 2 ans et demi après, quoi, qu'on ait Mhm. lancé Télécope. Donc on était plutôt contents d'arriver à faire ça. Et à ce que ça se passe bien. Et ensuite, l'autre étape, je dirais, bah, c'est un peu celle qu'on est en train de vivre maintenant, parce que maintenant, on est à peu près, on est 14 salariés maintenant. On a une équipe super. Et ça, je pense que c'est vraiment fantastique, en fait, d'avoir vraiment trouvé un super équilibre entre nous, quoi, parce que c'est la plus belle des richesses. Ouais, Et, clairement. et ça nous donne vraiment beaucoup, enfin ça nous donne vraiment beaucoup d'énergie et puis des ailes pour la suite, quoi. Avec Pierre, on peut sortir l'année du guidon de l'opérationnel et se pencher vraiment sur la suite de Télécope. Donc ça, c'est très très chouette. D'autant plus qu'effectivement là, on est très très proche de l'équilibre économique. Mm, mm, mm. Euh, Parce que on est donc très proche des 10 000 abonnés. Là, on a 9 900 activés, mais on va avoir les 10 000 là, très rapidement parce qu'on a signé pas mal de contrats dernièrement. Donc Cool, ouais. on va Oui, dire que parce c'est qu'il vraiment faut peut-être le préciser, c'est que vous faites aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Donc j'imagine qu'il y a des flottes, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas des contrats pour pas mal d'abonnements en même temps, quoi. exactement, c'est ça.
En fait, nous, notre vision, c'est d'accompagner aussi bien les particuliers que les professionnels dans leurs usages numériques. Et en particulier, quand on parle des professionnels, des organisations qui ont, on va dire, une centaine de lignes. Parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de comprendre comment fonctionne, on va dire, la transition écologique dans le monde du numérique. Parce qu'il faut pouvoir y dédier un peu de temps et un peu d'argent. Et puis, c'est souvent la taille de ces PME le permet pas forcément encore, quoi. Ou Bien pas sûr. toujours. Et donc, du coup, c'est ce rôle-là qu'on veut jouer aussi parce qu'on sait que la transition écologique du numérique, en France, elle se fera surtout avec ces entreprises puisque c'est le cœur du tissu économique. Et donc, c'est hyper important de pouvoir leur dédier des solutions, quoi. Ouais, complètement. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que, écoute, on est très proche de l'équilibre économique. Et je pense qu'on est en train de l'atteindre. Je n'ai juste pas la moyen de faire un compte de résultat en direct, donc je Non, peux mais pas c'est génial, l'attester bravo, parce encore. que Mais ça, en c'est 4 ans, chouette, ouais. ça a dû être un petit peu l'étape, pas l'étape ultime, mais une grande étape à attendre, histoire de viser un petit peu plus de tranquillité, de robustesse d'un point de vue économique, quoi. Bah oui, c'est vraiment fondamental parce que en fait, on savait qu'il fallait qu'on ait à peu près 10 000 abonnés pour atteindre cet équilibre, donc on s'était pas trop trompé dans nos estimations. Donc ça, c'est bien aussi, ça prouve que on a une bonne connaissance aussi de notre entreprise et puis de notre marché. Donc oui, ça permet d'avoir de la robustesse, ça permet, ça c'est hyper important d'un point de vue économique, mais surtout ça nous permet de porter nos combats qui sont que en fait, on veut que le législateur s'empare des sujets numériques pour pouvoir en fait diminuer l'impact environnemental du numérique, mais aussi travailler sur les sujets de dépendance au numérique, les sujets de fracture numérique, etc., etc. Et ça, en fait, quand on est un acteur économique en tant que tel, c'est-à-dire un opérateur télécom qui faisons la preuve dans notre modèle économique même qu'on peut considérer le numérique comme une ressource limitée et qu'on peut aussi travailler différemment pour au service des citoyens, donc avec un service client qui leur est entièrement dédié et qui n'est pas là pour leur vendre des choses en plus. Qu'on peut aussi ne pas vendre de téléphone portable et ne pas en dépendre dans notre modèle économique. En fait, tout ça, c'est parce qu'on fait ça qu'on va pouvoir faire la démonstration qu'il est possible en fait que le secteur du numérique fasse la même chose que nous en fait. Et du coup, on Ouais. sert aussi d'argument quelque part, tu vois, dans tout ce qui est les organes de réglementation du secteur pour dire bon, en fait, il y en a qui arrivent, donc vous pourriez aussi tenter de faire différemment quand ils parlent aux gros opérateurs. Donc ça, c'est aussi hyper Justement, important. justement, t'en viens à ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui fait à la fois l'engagement, la preuve de sobriété, qu'est-ce qui vous permet de dire que Télécope promeut la sobriété numérique auprès de ses clients? Premier point, mais justement, c'est quoi le modèle économique derrière de Télécope? Dans les grandes lignes, évidemment, je te demande pas tous les détails, mais comment vous arrivez à concilier les deux finalement? Alors le premier point, c'est que nous, en tant qu'opérateur télécom, on a pris la décision de ne pas vendre de téléphone ou de ne pas faire dépendre notre modèle économique de la vente de téléphone. Parce qu'après, il y a des clients qui peuvent en avoir besoin, etc. Donc, on leur trouve quand même des solutions. C'est pas du tout le cas des autres opérateurs télécoms. C'est-à-dire que aujourd'hui, le modèle économique d'un opérateur télécom classique, c'est la vente de téléphone et la vente de forfait. Enfin, quand on regarde la partie mobile, hein. Oui, bien sûr. Donc, ils ont besoin de vendre des téléphones. Sauf que quand on regarde le cœur de l'impact environnemental du numérique, comme je le disais en intro, en fait c'est vraiment nos appareils, quoi. C'est le simple fait d'avoir un smartphone, d'avoir un ordinateur, etc., etc. Mais un smartphone dans le cas d'un opérateur mobile. Donc quand on veut prôner la sobriété numérique, la première chose qu'on fait, c'est qu'on n'incite pas ses clients à changer de téléphone portable. Oui, Donc bien chez sûr. nous, il n'y a pas d'offre marketing. On n'incite pas en fait les gens à acheter un téléphone, quoi. Et on va même plus loin. On a tout un tas d'outils en fait pour permettre aux gens de garder leur téléphone existant le plus longtemps possible.
Donc, tu vois, on a développé des outils comme par exemple COP Prépare. C'est un outil en ligne qui est une sorte de petit diagnostic qui D'accord. permet d'aider les gens à dire tiens, mon téléphone là-dessus il a une défaillance. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux le réparer moi-même ou pas? Ou est-ce que il s'agit aussi de quelque chose qui est lié à une problématique logicielle, quoi, par exemple? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ce problème-là, quoi? Et il y a plein, et donc et nous, on n'a aucun intérêt économique à faire ça, quoi. Enfin, je veux dire, on gagne pas d'argent. C'est un outil qu'on donne et que chacun peut utiliser vraiment quand il le souhaite, quoi. Donc ça, c'est un premier truc. Et le deuxième pilier quand même très fort, et qui est la raison pour laquelle on prône fortement la sobriété numérique, et comment ça se reflète dans nos offres, c'est qu'en fait, chez nous, la moyenne de consommation de données mobiles de nos clients, c'est 2 gigas de données mobiles par mois. Putain, ils sont balèzes, je suis au-dessus de la moyenne. Mais tu es à combien? Ouais, je dois être en moyenne 4 et 6. Ouais, mais tu connais la moyenne nationale? Non, justement, donne-la-nous, s'il te plaît. C'est 15. Ah ouais, putain, c'est ouf. Voilà. Et c'est ça que ça veut dire, en fait, c'est que, en fait, quand on devient abonné de Télécope, on est encouragé à être naturellement plus sobre. Ouais, tout à fait. Et en fait, ne serait-ce que ça, en fait, ça fait que, effectivement, nos abonnés, ils consomment en moyenne 2 gigas et non pas 15 comme la moyenne nationale. Ouais. Et ça c'est intéressant parce que peut-être que ceux qui nous écoutent sont pas forcément au courant, mais tout ce réseau 4G, alors en plus vous aussi, peut-être précision importante, vous n'utilisez que le réseau 4G, si je me souviens bien. Enfin, vous n'allez pas sur le réseau 5G. Ouais, tout à fait. Et ça nécessite de l'énergie, hein. Je me souviens que justement il y a 4-5 ans, je voyais des articles sur certaines antennes 5G en Chine qui n'étaient pas en état de fonctionnement à la nuit, parce qu'en fait, ils voulaient juste baisser les factures d'énergie qu'ils devaient payer. Enfin, les opérateurs chinois voulaient juste baisser les factures d'énergie, quoi. Donc c'est pas neutre en fait ces réseaux-là. Donc effectivement, moins les utiliser, c'est aussi avoir une utilisation un petit peu plus raisonnée, quoi. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, au-delà de ça aussi, le numérique, en fait, pose systématiquement la question dans ses usages de ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est vraiment le numérique, c'est l'archétype de l'effet rebond, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc C'est-à-dire peut-être que, ouais, voilà, je t'invite à l'expliquer. ouais, bien sûr, en fait, c'est-à-dire que le principe de l'effet rebond, c'est de dire que, on va prendre le cas de la 4G, en fait, on développe une nouvelle technologie, en l'occurrence la 5G par rapport à la 4G, en se disant qu'on va développer la 5G d'une manière qui va faire que le transport d'une donnée va être plus efficace en 5G qu'en 4G. Donc plus efficace, on veut dire plus efficace énergétiquement parlant, mais aussi plus rapide. Parce que le but, c'est de rendre, on va dire, l'usage plus facile et donc plus rapide. Donc, c'est-à-dire que à usage constant, un même giga de données qui est déplacé grâce à la 4G et va être plus énergivore sur le papier que si elle est déplacée grâce à la 5G, quoi. Je schématise. Bien sûr. Ouais. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est que comme la 5G est beaucoup plus rapide et va donc du coup faire en sorte que c'est beaucoup plus facile de télécharger par exemple du contenu, ça va être plus rapide, etc. On va pouvoir accéder à plus de vidéos plus rapidement, etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à se servir de la 5G et on est de plus en plus nombreux, plus. exactement, à l'utiliser beaucoup plus. Et donc du coup, finalement, l'effet qui était que normalement la 5G à données équivalentes aurait dû être plus efficace que la 4G, mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Et en Mais fait, tout à fait. c'est exactement pour ça que le Conseil pour le climat, par exemple, à l'époque, s'était prononcé contre le déploiement de la 5G à cause de cet effet rebond qui a eu lieu systématiquement en fait sur toutes les technologies télécom. C'est le cas entre la 2G et la 3G, la 3G et la 4G, enfin, etc., quoi. Et donc, ce qui fait que malheureusement, les gains énergétiques attendus à la base, ils sont pas obtenus. Mais ça, c'est su, hein, en fait, par les politiques publiques quand, enfin, je veux dire, ça peut pas être ignoré, hein, c'est pas possible puisque c'est à chaque fois comme ça que ça marche. Mais quand même, on va quand même se lancer dans une nouvelle technologie parce Oui, la que il y a 6G, préparation, hein.
Exactement, parce qu'il y a cette impression que, encore une fois, que la technologie va nous sauver, donc il faut beaucoup investir dans la technologie pour être très bien doté, mais sans vraiment d'ailleurs interroger les citoyens sur ce qu'ils en pensent vraiment. Enfin, d'ailleurs, quand ils sont interrogés, parce que c'était le cas de la Convention citoyenne pour le climat, hein, qui avait été interrogée sur la 5G, et eux, ils avaient plutôt demandé un moratoire sur la 5G, mais bon, ils n'ont pas été écoutés. Donc c'est c'est aussi pour ça qu'on n'a pas, on choisit pas, enfin le réseau de Télécom n'est pas basé sur la 5G, c'est que de la 4G, et aussi parce que d'ailleurs ça ne change rien pour les utilisateurs lambda en fait, hein, parce que la différence de vitesse est à peine perceptible, donc on perd rien en fait en étant sur la 4G plutôt que la 5G. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, pour le commun des mortels, j'entends se dire que moins les gens consomment, moins vous allez gagner d'argent. Donc finalement, comment en tant qu'entreprise vous arrivez à jongler entre inciter les gens à consommer moins et en même temps trouver le fameux équilibre économique? Bah oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est très difficile en réalité, parce que en fait il faut réinventer les règles du jeu, parce que finalement on est entouré d'entreprises qui, pour grandir, pour se consolider, pour etc., en fait la recette c'est vendre plus. Donc il y a pas de, j'allais dire, il y a pas de manuel de marketing quoi pour faire ça. Non mais vrai, c'est vrai, enfin il y a rien quoi. Marketing à l'heure de la contraction, des contractions physiques quoi. Exactement. Ou tu vois, le marketing de la sobriété quoi. Enfin on a animé une table ronde là-dessus. Enfin c'est vrai que il y a pas de manuel là-dessus. Et donc du coup nous ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que en fait on soit finalement le plus comment dire, précautionneux possible dans les hypothèses qu'on allait faire pour tu vois, pour notre entreprise. Donc on a vraiment dès le départ on s'est dit que on allait avoir des gens très très sobres, tu vois, ou qui allaient, et que notre système allait hyper bien fonctionner, et que du coup ces gens allaient devenir très très sobres s'ils l'étaient pas avant quoi. Donc on s'est vraiment dit que, et c'était ça, comme ça qu'on a construit le modèle économique. Tu m'as posé la question du modèle économique tout à l'heure. Tout à fait. C'est vraiment comme ça qu'on l'a fait, en disant voilà, on va avoir affaire à des gens qui vont consommer peu, et ça sera très bien parce que on aura réussi du coup on aura tenu notre défi, on va dire. Et basé là-dessus, du coup, on a construit finalement tout le modèle d'activité avec concrètement aujourd'hui comment ça fonctionne chez Télécom, c'est que, et d'ailleurs c'est tout à fait transparent, hein, on en parle sur notre site internet pour expliquer comment ça marche, mais c'est qu'en gros 50% aujourd'hui de nos coûts, on va dire, c'est les coûts de ce qu'on appelle d'approvisionnement. Donc c'est vraiment la connexion au réseau, le développement informatique qu'on a besoin de faire derrière pour que ça tienne la route, etc. Ensuite, les 30% autres, c'est les ressources humaines, donc toutes les personnes qui œuvrent et qui travaillent pour la coopérative. Ensuite, on a 10% en plus qu'on a injecté en plus dans le service client, donc tous les outils d'accompagnement, et puis aussi le fait que ce soit un service client basé en France, quoi, qui est directement accessible par téléphone. Et non pas. Très bon service client, parce que Fabrice a eu une mésaventure, disons, avec son smartphone pendant les vacances de Noël, et il a rapidement récupéré une carte SIM. Ah ouais, ça c'est bien, ça fait plaisir. C'est exactement pour ça qu'on a envie d'un service client qui puisse être proche et accessible, quoi. Et après, les 10% autres, c'est vraiment du temps qu'on déploie pour des actions au service justement du plaidoyer pour la sobriété numérique. D'accord, ok. Parce que en fait ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et puis on est concrètement associé dans des collectifs pour faire progresser les lois, etc., quoi. Donc on s'y engage aussi à plein. Ok, excellent. Et déjà merci pour ce panorama sur tout ce que vous avez mis en place. Mais alors Télécom, là, c'est 10 000 clients à l'échelle
du pays, bah il y a peut-être, si je te suis, au moins 30 millions ou 40 millions de clients potentiels. Je vais pas te demander la part de marché que tu souhaites. Pour tous, comment tu vois l'avenir du secteur? Alors, on parlait uniquement en France, même si par essence ce secteur il est internationalisé. Mais comment tu vois les 5 années à venir sur le domaine, d'autant plus que bah on l'a vu, ce qui est assez dingue, c'est que en fait j'ai pensé tout à l'heure. Alors on est le 29 janvier 2025. Je préfère dater les épisodes parfois parce que parfois les gens se rendent pas compte qu'on n'a pas toutes les infos à disposition aujourd'hui. Mais il y a moins d'une semaine, DeepSeek sorti une nouvelle IA qui est plus puissante et plus sobre, si on peut parler de sobriété, en tout cas qui utilise moins de ressources que les grosses IA produites par les Américains. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait ça avec des puces de générations précédentes, quoi. Et en fait, je pense qu'on a atteint un tel niveau de puissance en termes d'équipement qu'en fait, la course à la puissance, la fameuse loi de Moore, etc., où on disait qu'on allait toujours plus loin, plus vite, bah, en fait, ça marche plus. En fait, on arrive à un moment où c'est plus les usages qu'on fait de ce qu'on a qui vont être déterminants que l'équipement en soi, quoi. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que alors moi je sais pas quand est-ce que on va vraiment atteindre ce plafond de verre sur les matériaux parce que pour moi tout ça c'est très lié à ça, c'est-à-dire que pour fonctionner le numérique il a besoin d'énormément de ressources et quand je parle de ressources c'est pas seulement d'énergie mais c'est vraiment tous les matériaux qu'il faut pour Tous les métaux, construire les cuivres et tout, exactement. l'alu, et ainsi de suite, ouais. Exactement, et puis il y a aussi des matières qui sont en présence infime, tu vois, sur la planète, quoi. Donc Mhm. ces matériaux-là, ils sont de plus en plus compliqués à trouver, de plus en plus chers, du coup, et en plus, ils sont souvent positionnés, en Afrique et en Asie. Donc en Europe, aux États-Unis, en Chine, c'est un peu moins vrai. On a quand même un peu moins la maîtrise, on va dire, de ces matériaux-là, quoi. Ils sont pas sur notre sol. Ouais, clairement. Donc, en fait, ce qui se passe quand même, c'est que là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a les courses à ces matériaux. Puis c'est aussi pour ça que entre la Chine et les États-Unis, ça se crispe autant. Hein. C'est aussi à cause de ça. Bien sûr. On a vu parler des crises de semi-conducteurs il y a encore quelques mois. Oui, puis encore aujourd'hui, Trump veut le Groenland, etc., veut le fin fond du Canada. C'est pour les mêmes raisons aussi, quoi. exactement. Enfin, pour moi, c'est ça qui va se dessiner là dans les tout prochains temps, c'est ça. En fait, c'est que on va vraiment assister à mon avis à des batailles ouvertes pour l'accès à ces ressources et ça va devenir de plus en plus stratégique pour chacun des pays dans lesquels on vit, d'autant plus qu'on dépend énormément du numérique maintenant dans nos Ouais, tout à dans fait. nos sociétés notamment occidentales. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'on va voir apparaître de plus en plus, c'est ces batailles-là. Et donc, du coup, à l'inverse, moi, je pense aussi beaucoup que, comme tu l'as montré avec l'exemple justement de cette IA chinoise, Si. exactement, on va réfléchir aussi de manière beaucoup plus astucieuse et beaucoup plus ingénieuse, je dirais, sur Mhm. comment on peut bénéficier du numérique tout en dépensant moins de ressources. Je pense Oui, que tout à fait. ça va nous forcer à ça en fait en réalité, et notamment en Europe où franchement on n'a pas la main sur grand chose là-dedans, et notamment on n'a pas accès à beaucoup de ces matières-là quoi. Donc Et alors, attends, ça me permet, enfin, excuse-moi, termine, mais ouais, je non non tiens à c'est, faire un lien après. Et mais je pense alors, que c'est dans la ce cas, vas-y. circularité ça va vraiment être un point essentiel quoi. Ouais. Et ben ouais, et justement, le dernier épisode que j'ai enregistré en décembre et qu'on a publié avec Jean Brieuc de Citronix, en fait, est-ce que tu connais Citronix? Non. C'est une start-up belge que je t'invite vraiment à découvrir, qui est extraordinaire, puisqu'en gros, Citronix est spécialisé dans le démantèlement, disons, de smartphones et de la revente des composants de smartphones. Chaque année, en Europe, je crois que c'est 200 millions de smartphones qui sont jetés. Et en fait,
En récupérant c'est les composants, avec des composants qui sont éminemment puissants. Hein. C'est pas parce que tu changes de l'iPhone 15 à l'iPhone 16 que boum, il y a 100% des composants qui sont différents ou obsolètes. Eh bien, en fait, ils arrivent à être ils en sont au tout début, hein, mais à 80% du prix du neuf sur ces composants. Et leur objectif, c'est d'être à 20% du prix du neuf. Donc vraiment, tu payeras que 2 euros quand, mettons, un composant pourrait être à 10 euros, mettons. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en fait, ces gars-là sont en train de complètement chambouler le domaine et te dire que bah oui, le réemploi de composants, et là on n'est plus à l'échelle de la matière comme on a l'habitude de le faire sur l'approvisionnement. Bah, en fait, ça peut tout changer et ça pourrait potentiellement rendre l'Europe autonome sur ces sujets-là. Et c'est assez enthousiasmant. Ah bah ça c'est fantastique parce que je pense que ça c'est vraiment la bataille qu'il nous faut gagner quoi en Bah, réalité. clairement. Bah, Parce écoute l'épisode que avec Jean Brieuc, c'était extraordinaire. ça donne de l'espoir. Parce que je pense que en effet l'Europe on aurait les moyens d'être indépendant parce que tu l'as dit le gisement en Europe il est gigantesque. Là, t'imagines, un smartphone pour deux Européens est jeté chaque année, quoi. Ben c'est ça, et puis en plus on fait partie des gens les plus riches du monde. Donc en fait c'est chez nous que sont tu vois le matériel de la meilleure qualité, enfin parce que ça compte aussi pour le recyclage, j'imagine qu'il en a Bah ouais, parlé, bien sûr. et la réutilisation. Donc clairement ça c'est vraiment passionnant parce que Mm. je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve des manières pour sortir de la bataille par le haut quoi. Quand on n'a pas de Exactement. pétrole, on a des idées. Je crois que Bah c'est ce qu'on ouais, disait et il y a c'est pas ça. longtemps. Il va falloir faire en sorte qu'on arrive à se sortir de cette dépendance vers l'extraction des pays qui nous vendent ces trucs-là, parce qu'en fait, on a assez de ressources et en fait, les ressources, elles sont déjà autour de nous, quoi. Et ça, il va falloir que les gens le comprennent vite. Top. Bon, remercie en tout cas, Marion. J'ai juste deux petites questions à te poser pour conclure cet entretien. La première, c'est qu'est-ce que tu te dirais à Marion qui est sur le point d'arriver pour son premier jour chez M&M's. Quel conseil pour ta carrière tu te donnerais? Ah, j'adore la question. Bon, dès que tu le sens plus, ce sera le moment de partir. Au moins, donc au moins là, c'est quelque chose que tu as bien appliqué, quoi. Non, mais là, je pense, je le dis avec le recul, mais je pense que par contre, ce que je m'étais dit, mais je m'étais dit vraiment à l'époque, c'est apprends tout ce que tu peux parce que c'est une grosse boîte et qui ont les moyens de te faire progresser. Et si tu fais pas, tu feras pas toute ta carrière là. Enfin, pour moi, c'était assez clair. Par contre, Ouais. il y a beaucoup de choses à en apprendre. Donc, Bien sûr, ouais. vas-y, fonce et on verra après. Excellent. Et deuxième question, celle-là est un peu plus dans la prospective. C'est donc tu nous as parlé de ton petit garçon, mais imagine quelques décennies tête à tête avec ta petite fille ou ton petit-fils, et il va falloir que tu lui racontes pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure Télécope, quoi. Donc qu'est-ce qui t'a motivé ce jour-là, comment tu lui raconterais tout ça? En fait, je crois que c'est assez lié à la raison pour laquelle je fais tout ça. Je l'ai pas dit, mais en fait, quand je me suis lancée dans Télécope, j'étais pas maman encore, mais je suis devenue marraine d'une petite fille, juste un peu avant. Et, et je pense que ce que je lui dirais, c'est que, parce que je sais pas trop la tronche du monde qu'on va leur laisser, Ouais, bien sûr. mais en tout cas, je pense que je voudrais leur dire que, en tout cas, j'avais envie de pouvoir me regarder dans la glace et de pouvoir les regarder et leur dire, bah écoute, c'est pas parfait le monde dans lequel on vit, mais en tout cas, on a créé des alternatives. J'en ai créé une, j'ai eu la chance d'en créer une, et je pense que en plus, je suis connectée et j'ai aidé plein d'autres gens à monter d'autres alternatives, quoi. Et je pense que ça c'est important. Fondamentalement, je pense qu'on a tous envie de laisser une trace quand même. Ouais, tout à fait. Alors une trace au sens mémoriel, mais je n'ai pas particulièrement envie de laisser ma trace carbone. Enfin, en tout cas, j'essaie d'en laisser le minimum possible au Ouais. quotidien. Mais voilà, en tout cas, une trace utile, quoi. Et si elle peut être justement utile aux générations futures et à l'intérêt général,
je me dirais que j'aurais réussi mon coup. Donc j'espère que je pourrais leur raconter quelque chose comme ça. Ok, excellent. Un grand merci Marion pour ton temps, pour tous ces enseignements hyper intéressants. Et puis surtout, bonne chance pour toi et Télécope dans les années à venir. Merci Brieux, et puis merci et bravo aussi pour tout ce que vous faites avec Circulab, parce que Merci. vous avez aussi largement inspiré mon parcours. Donc merci. Ah bon, écoute, ravi de l'entendre. Ciao, ciao.